Le travail et après le travail, l'indépendance, mon enfant, n'être à la charge de personne, telle doit être la devise de votre génération. Il faut toujours fuir l'homme qui n'aime pas le travail. Le sens de l'usage de cette citation du célèbre écrivain ivoirien Bernard Belin Dadier, c'est bien sûr de souhaiter aux travailleurs du monde et à ceux de la Côte d'Ivoire en particulier une excellente fête du travail. Oui, souhaiter bonne fête, c'est bien, mais chercher à connaître la situation des travailleurs de Côte d'Ivoire ces 10 dernières années, c'est encore mieux, d'où l'objet de cette édition spéciale avec comme invitée Madame Kangouté Maïmouna, épouse Fofana. Elle est la 5e secrétaire générale confédérale adjointe de la FESACI, CG, entendez par la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, Confédération générale. Bonsoir Madame. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Pour qu'on puisse parler de la situation des travailleurs en Côte d'Ivoire. Déjà pour commencer, le 1er mai 2022 est célébrée la fête du travail partout dans le monde. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Le 1er mai, fête du travail, est une occasion pour nous, travailleurs, de présenter à l'employeur et de présenter au gouvernement nos doléances, nos préoccupations en tant que travailleurs pour ensemble nous engager dans des pistes de résolution. Donc c'est vraiment une occasion unique qui nous est offerte une seule fois dans l'année et à cette occasion-là, nous pouvons vraiment débattre des choses. Bien entendu, c'est un cadre général qui nous permet déjà de planter le décor et ensuite des débats s'ouvrent pour qu'on puisse discuter en détail des différents points de préoccupation. Et le point de préoccupation, on imagine bien qu'il y a la situation des travailleurs. Alors on va parler de la situation des travailleurs de Côte d'Ivoire. Quel est votre regard sur cette situation pour ces 10 dernières années? Alors, on va dire que ces 10 dernières années, déjà ce qu'on a constaté pour la Côte d'Ivoire, c'est une embellie financière, une embellie au plan économique avec une progression du taux de croissance. On est même allé jusqu'à 7,4 en 2019. Ça, c'est les chiffres officiels de la Banque mondiale, voilà, qui nous ont annoncé cette embellie-là. Et donc, on a vu aussi, durant toutes ces années-là, une implication du gouvernement à l'effet de mettre en place un certain nombre d'infrastructures, notamment les hôpitaux, les routes, les écoles. On a aussi vu qu'il y a eu une maîtrise du déficit budgétaire. Donc, voici, entre autres, des choses qui nous ont permis d'être rassurés sur l'impact que pourrait avoir le développement de notre pays sur notre situation. Mais est-ce que cela a vraiment impacté la situation des travailleurs? C'est la question que j'allais vous poser. Cette situation, on va dire qu'elle a eu l'air d'avoir changé, de s'être améliorée avec le déblocage des avancements des salaires, parce que vous saviez que les salaires des fonctionnaires étaient bloqués pendant plus de 20 ans et il n'y avait pas d'incidence financière quand bien même on avait des avancements. Et cela a été débloqué en 2015, seulement en 2015. Et cela nous a permis de bénéficier de notre salaire réel à partir de cette date-là. Est-ce qu'on peut considérer cela comme un avantage? Oui et non, parce que finalement, c'est le salaire auquel on avait droit qu'on a commencé à percevoir depuis 2015. À côté de cela, on va dire qu'il y a eu la situation de la retraite qui a été révisitée en 2017. Mais à côté de ces ajustements qui ont été faits, on a constaté aussi qu'il y a des choses dont on bénéficiait qui ont été perdues. Je parle par exemple des avantages qui étaient des avantages acquis pour nous les femmes fonctionnaires et qui donnaient à la femme fonctionnaire, on va dire, une année de travail pour chaque grossesse, pour chaque maternité. Chaque maternité était considérée comme une année de travail, de sorte que cela pouvait s'ajouter dans le calcul de son temps de travail pour aller à la retraite. De sorte que si elle devait travailler 30 ans, la femme bénéficiait au bout de 27 ans des avantages de ces 30 ans de travail. Parce qu'on considérait que chaque année de maternité
était une année de travail. Et cela entrait comme un acquis. Mais malheureusement, avec la réforme de la retraite, cet avantage-là a été perdu en 2012. Alors, si on vous comprend, la situation des travailleurs en Côte d'Ivoire en ce moment, elle n'est ni rose, ni désagréable. Je vais dire qu'on ne va pas aussi rejeter du revers de la main les efforts qui sont faits par le gouvernement, mais on se rend compte que beaucoup de problèmes continuent de se poser. L'accès au logement est toujours un véritable enjeu. Pour un travailleur aujourd'hui, accéder à une maison décente, c'est vraiment la croix et la bannière. Parce qu'avec le niveau de salaire qu'on a, ce n'est pas toujours évident. Les indices de base n'ont pas varié pratiquement depuis les indépendances. Les indices de base n'ont pas varié. Est-ce qu'il faut aller à une augmentation salariale? Je dirais oui, pourquoi pas. On ne va pas cracher là-dessus. On ne va pas cracher là-dessus parce qu'on sait que les réalités environnementales sont très évolutives. La situation de 1960 n'est pas la même que maintenant. Vous savez que pour calculer le salaire d'un travailleur, par exemple, au niveau de la fonction publique, on va aller sur la base d'un indice. Un indice qui est resté fixe, comme j'ai dit, depuis toutes ces années. Et cet indice, ça va être à une valeur, à une cotation. Et donc, c'est une valeur de 233,46 points à peu près. 46 francs, je vais dire. Donc, si vous avez comme salaire de base, indice de base 700 points, alors ces 700 points vont être multipliés par les 233,46 francs. Et c'est ce qui va vous donner votre salaire de base. Cette valeur indiciaire à laquelle se réfère l'indice de base pour nous donner notre salaire n'a pas évolué depuis les années des indépendances. Aujourd'hui, nous souhaitons, c'est vraiment le plus grand vœu des travailleurs, surtout au niveau du secteur public, que cette valeur référentielle de l'indice-là soit revue à la hausse pour que les travailleurs puissent souffler un peu et qu'on puisse aller résolument vers, on va dire, une acquisition de logements, pourquoi pas. Aujourd'hui, on a des indemnités de logement qui ne sont pas allouées à tout le monde. Alors, Mme Fofana, quand on vous écoute, on a l'impression que la situation, sinon la question du logement, c'est quand même un problème sérieux pour les travailleurs de Côte d'Ivoire. Oui, nous avons eu beaucoup d'espoir avec le programme social du gouvernement qui annonçait les logements sociaux pour les travailleurs. Mais j'avoue que ce programme-là n'a pas pu atteindre les objectifs qui s'étaient fixés. Comment vous expliquez cela? En réalité, on va dire les opérateurs immobiliers se plaignent d'un certain nombre de choses. Ils se plaignent notamment de l'accompagnement de l'État qui devait leur accorder certaines facilités de sorte qu'ils puissent respecter les clauses de départ, donc pouvoir permettre aux travailleurs lambda d'accéder à un logement qui variait entre 5 millions et en tout cas moins de 20 millions. Moins de 20 millions quand on prenait les logements sociaux. Et puis ensuite, pour ceux qui ont un peu plus de moyens, les logements économiques. Mais malheureusement, cet accompagnement ne s'est pas fait. De sorte qu'au niveau des VRD, les opérateurs immobiliers ont eu beaucoup de problèmes. Il y a eu un manque de volonté politique dans cette question de logements sociaux. Quand on vous entend dire, rapportant les propos d'autres personnes qui estiment que l'État n'a pas accompagné. Je pense que l'État n'est pas allé au bout de ses promesses. L'État n'est pas allé au bout de ses promesses. Et je crois bien savoir que le gouvernement essaie de rattraper cela maintenant. En tout cas, j'ai suivi des propos dernièrement qui voudraient remettre à flot cette opération qui devait vraiment apporter un soulagement aux travailleurs de Côte d'Ivoire. Vous y croyez toujours? Moi, je ne perds pas espoir. Tant que la vie continue, moi, j'ai toujours espoir. Et j'attends toujours de voir au pied du mur, voilà, celui qui m'a fait des promesses avant de juger, voilà, de la véracité de ses propos. Donc, j'attends toujours de voir et j'espère que ça va pouvoir aboutir parce que personnellement, j'ai adhéré à ce projet-là. Mais quand l'opérateur m'a appelé pour me dire que le prix de départ n'était plus celui sur lequel on s'était accordé dans le contrat, j'ai dit, bon, dans ce cas, on arrête.
ça veut dire que je n'ai pas pu accéder à ce logement. Et il y a beaucoup d'autres travailleurs aujourd'hui qui n'ont pas pu accéder au logement. Et on espère que les choses vont changer. On l'espère bien. Je voudrais à présent qu'on parle du code de travail. Est-ce qu'il est suffisamment protecteur ici en Côte d'Ivoire? Bon, malheureusement pour nous, le code de travail nouveau qui a été adopté aujourd'hui n'a pas pu mettre en place, n'a pas pu avoir tous les décrets d'application. Tous les décrets qui devaient être pris pour permettre à ce code-là de voir sa mise en œuvre effective ne sont toujours pas pris. On est encore au stade de projet de décret pour la plupart. Et les décrets, ces projets de décrets qui ont été élaborés aussi pour certains n'ont même pas eu l'occasion d'être adoptés. Mais si on a une loi qui est mise en place et que les mesures qui vont permettre de la mettre en application ne sont pas adoptées, il va sans dire que c'est comme si on n'avait rien fait du tout. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on est un peu au statu quo, dans un statu quo. Et qu'est-ce que vous, en tant que syndicat, vous faites pour que les lignes bougent? Évidemment, les centrales syndicales, et en l'occurrence la FESACI interpellent toujours l'État. Nous avons la chance d'avoir notre secrétaire confédéral qui est justement le représentant des travailleurs au niveau du CNDS, qui est un organe tripartite, gouvernement, employeur et travailleurs, et qui est, on va dire, une tribune d'échange sur toutes les questions cruciales qui concernent les travailleurs et qui doivent avoir l'interaction, bien entendu, de l'État et des employeurs. Donc, sur toutes ces questions-là, ils réfléchissent, ils travaillent, ils font des propositions consensuelles. Mais malheureusement, on va dire que ces propositions-là sont faites, mais il faut encore de la volonté pour les mettre en application. Je dirais, il faut une forte volonté politique, parce que l'employeur, il cherche toujours à conserver ses avantages. Donc, il n'y a que l'État qui l'arbitre entre l'employeur et le travailleur, qui peut mettre un coup d'accélérateur à ces choses-là pour que ça bouge. Sinon, tant que les choses sont en l'état actuel, où l'employeur peut tirer un peu plus d'avantages, c'est sûr qu'il ne va pas courir. Mais qu'est-ce que l'État décideur fait pour amener l'employeur à vraiment lever le pied et à pouvoir entrer dans toutes ces propositions qui ont été faites, toutes ces choses qui ont été adoptées là, pour qu'on puisse avoir des travailleurs plus heureux. C'est de ça qu'il s'agit. On va retenir que le code électoral ne protège pas suffisamment le code du travail. Autant pour moi, le code de travail, voilà, le code de travail ne protège pas suffisamment les travailleurs en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on peut retenir dans ce que vous avez dit. Oui, oui. Alors, les travailleurs, souvent aussi, ils sont exposés à des cas de licenciement abusif. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ce travailleur doit faire? Alors, dans le cas des licenciements abusifs, le travailleur qui est syndiqué s'adresse à sa centrale syndicale et qui l'accompagne dans les différentes démarches. Donc l'inspection du travail doit être saisie pour ces choses-là. Et c'est l'inspection du travail qui va venir arbitrer en recevant et le travailleur et bien entendu sa centrale qui l'accompagne, mais aussi et surtout l'employeur qui pratique ce genre d'attitude, qui a ce genre d'attitude-là, parce qu'effectivement, sous le prétexte de difficultés économiques, beaucoup de travailleurs ont été licenciés. Surtout avec le coronavirus. Surtout avec l'arrivée du coronavirus, ça a été un prétexte pour beaucoup d'employeurs de mettre à la rue des milliers de travailleurs qui supportent des familles nombreuses. Et c'est vraiment malheureux. C'est pour ça qu'il faudrait que rapidement on prenne ces décrets d'application-là du Code du travail pour assurer un peu plus de sécurité autour du travailleur. Et particulièrement du travail qu'on appelle travailleur protégé, parce que les délégués de travail, les délégués sont des travailleurs protégés. Et c'est qui un travailleur protégé? Mais comme je le disais, tout ce qu'on a comme délégué
qui sont élus, dans les différentes entreprises, sont considérés comme des travailleurs protégés. Donc ceux-là ne devraient pas faire l'objet de licenciements tel qu'on le constate aujourd'hui. Ils sont licenciés et comme le dit le commun des Ivoiriens, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien. Alors, au niveau de la FESIACI, vous avez été saisi pour combien de cas? Je ne pourrais pas vous donner un chiffre exhaustif aujourd'hui, mais on va dire que c'est très courant. C'est très courant pour le... Chaque mois ou... Ouais, je dirais même pas chaque mois. Je dirais même pas chaque mois, je dirais pratiquement toutes les semaines. Toutes les semaines, on est saisi pour des situations de licenciement abusif. Et on se retrouve devant l'inspection du travail qui doit arbitrer. Mais malheureusement, bien souvent, on aboutit toujours au licenciement du travailleur. Parfois même, c'est mieux de négocier ce départ-là, parce que sinon, si le travail reste dans la boîte, on sait qu'il va continuer à subir des désagréments tels que sa situation même va finir par se dégrader encore plus que s'il n'était parti en ce moment-là. Et donc, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner, quand on ne peut pas régler la situation à l'amiable, c'est vraiment d'accompagner le travailleur de sorte à ce que ses droits soient respectés dans le licenciement. Mais malheureusement, il y a trop de licenciements abusifs, sans compter toutes les maltraitances dont font l'objet les travailleurs, surtout dans le privé. Surtout dans le privé avec certaines entreprises étrangères, les entreprises, on va dire, du caoutchouc, notamment quand on prend les entreprises chinoises. Vous savez qu'on a souvent des situations de maltraitance dans ces entreprises-là. C'est des employeurs, parfois, qui vont jusqu'à frapper leurs travailleurs. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on décrit. On se demande si cela se passe vraiment en Côte d'Ivoire. On a beau crier, on a beau attirer l'attention des pouvoirs publics, mais on a l'impression qu'on n'est pas assez entendu parce que ces choses-là continuent. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Là, on va parler de la femme syndicaliste sous Ouattara. On voudrait savoir un peu avec vous quelle est la place qu'elle occupe, la femme syndicaliste, depuis l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir. Je dirais que la femme syndicaliste, à l'image de tous les syndicalistes, doit pouvoir tirer son épingle du jeu. Tirer son épingle du jeu, c'est... Et ça dit qu'elle n'arrive pas à le faire? Vous savez, le syndicalisme féminin, il est un peu à l'image de la situation sociale en Côte d'Ivoire. Hein. Il est un peu à l'image de la situation sociale. Nous sommes dans un environnement qui ne favorise pas toujours le syndicalisme féminin. Est-ce que là, vous ne vous présentez pas comme victime, toujours là en train de se présenter comme victime? Non. Parfois, souvent, on vous accuse de ne pas aller au front, vous les femmes. Justement, c'est pour ça que je parlais de l'environnement social. L'environnement social est tel que nos cultures ont encore une grande pesanteur. Voilà. En Afrique, c'est l'homme qui décide, c'est l'homme qui doit accompagner. Quand l'homme ne donne pas son cutus pour ces choses-là, c'est toujours assez difficile. Parce que faire du syndicalisme, c'est déjà pas donné, mais faire du syndicalisme quand on est femme et quand on est dans le contexte africain, particulièrement ivoirien, c'est pas donné. C'est pas donné parce qu'il y a des contraintes autour. Des contraintes on va dire quoi, des contraintes liées aux activités qu'on doit mener. Donc, c'est des activités qui peuvent survenir à n'importe quel moment. On vous appelle au ministère à des moments bizarres, je vais dire, à des heures bizarres parfois, des réunions qui se font à des heures un peu tardives parfois. Et si vous n'avez pas un compagnon qui soit assez bien entendant, qui soit assez bien disposé, ce n'est pas évident pour vous de faire cette pratique-là. À côté de cela, il faut bien entendu que nous aussi, femmes, on accepte de se former, parce qu'être syndicaliste aussi, c'est se former. Quand vous ne possédez pas la chose, c'est difficile de l'exercer. Il y a la formation qui manque à votre niveau, c'est ce que vous voulez nous faire comprendre? Je pense qu'il est important pour nous de renforcer cette formation-là. C'est vrai qu'il y a déjà des acquis, des prérequis. On continue cela
Et nous qui sommes déjà à un certain niveau, nous essayons de nous impliquer de sorte à pouvoir booster cette formation. C'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau de notre centrale syndicale, en ce qui concerne certains comités comme le comité femmes, on fait en sorte que ce comité-là soit visible. Il y a à côté aussi le comité jeune, dans lequel aussi vous allez avoir beaucoup de jeunes femmes pour pouvoir les accompagner dans la formation, dans l'acquisition de tout ce qu'il faut, hein, de tout ce qu'il faut comme arme pour pouvoir justement affronter ce monde syndical-là. Il est fortement masculinisé. Le monde syndical. Oui, il est fortement masculinisé. Vous prendrez les différentes centrales syndicales que vous connaissez en Côte d'Ivoire. Aucune femme n'est à la tête. Vous prendrez la plupart des syndicats. Ça vous gêne? Gêner, non, je ne dirais pas que ça nous gêne. Mais je pense que pour pouvoir impacter les décisions, il faut être à des niveaux décisionnels. Quand on n'est pas à des niveaux décisionnels, on ne peut pas impacter les décisions. C'est vrai qu'à d'autres niveaux, on peut jouer son rôle dans le syndicalisme, on peut influencer les décisions, mais quand vous n'êtes pas le premier décideur, c'est sûr que c'est vrai que vous allez beau élaborer des idées, vous allez beau avancer des choses, ce n'est pas vous qui avez le dernier mot. Le dernier mot revient au décideur principal. Évidemment. Donc, notre lutte aujourd'hui, c'est de faire en sorte que beaucoup plus de femmes s'impliquent dans le syndicalisme, donc puissent occuper des places de responsabilité et puissent impacter les décisions qui vont être prises, puissent impacter les différentes lois qui sont adoptées pour que ces lois-là puissent aussi être taillées un peu à la mesure des femmes et qu'elles tiennent compte des conditions de l'environnement pour que les femmes puissent mieux exercer leurs droits dans le milieu syndical. Alors, le tableau que vous avez dressé du syndicalisme féminin, est-ce que c'est ce qu'on retrouve aussi à la FESACI? À la FESACI, quand même, je suis souvent un peu amusée quand on va aux rencontres. Il se trouve que la plupart des centrales, quand on arrive aux rencontres, souvent, il n'y a pas de femmes dans la délégation. Il n'y a pas de femmes dans la délégation et quand on arrive, on nous titille un peu avec ça pour dire mais vous les centrales syndicales, vous ne respectez pas la parité, vous ne respectez pas la parité, comment ça se fait que vous venez aux rencontres sans femmes? Mais il faut dire que les efforts sont faits. Et au niveau de la FESACI quand même, on fait en sorte que les femmes soient représentées. Et on fait en sorte que les femmes soient là où il y a des discussions. Et comme je vous l'ai dit, si aujourd'hui on est en train de booster les activités des comités jeunes et des comités femmes, c'est bien pour que la femme soit plus visible. Et si aujourd'hui je suis dans le secrétariat général de la FESACI, ça veut dire que la FESACI a décidé de donner de la place, de la visibilité aux femmes. Et c'est vous qui venez représenter la FESACI sur ce plateau? Et aujourd'hui je viens représenter la FESACI sur ce plateau. Donc ça veut dire que la FESACI fait beaucoup pour les femmes et la FESACI encourage les femmes. Dernièrement on a été même, on va dire, fêté par la FESACI. Sauf qu'il n'y a pas encore de femmes à la tête de la FESACI. Oui, il n'y a pas de femmes à la tête de la FESACI. Pourquoi pas, ça peut venir un jour. Mais je dis toujours qu'on doit mériter aussi les places. Ce n'est pas parce qu'on demande la parité qu'il faut forcément bombarder toutes les femmes à des niveaux de responsabilité. Mais je dis qu'on a notre part à faire. On doit acquérir les compétences. C'est parce que vous serez compétent qu'on va pouvoir vous proposer des places. Mais si vous n'avez pas la compétence, vous avez beau être femme, on a beau chanter la parité, mais si vous n'avez pas les compétences pour occuper une place, mais à la limite, moi-même, je dis non. Je ne veux pas de femmes incompétentes dans certains lieux. Je ne veux pas de femmes incompétentes pour certains niveaux de responsabilité parce que sinon, on va courir le ridicule. Et moi, je ne veux pas qu'une femme soit ridicule. Quand une femme est positionnée quelque part, il faut qu'elle soit capable de jouer le rôle qu'un homme jouerait à la même place. D'accord, là c'est bien compris maintenant pour ce qui est du syndicalisme féminin. Là, on va parler des accidents de travail. Déjà, comment on peut définir l'accident de travail? Et puis, on le sait, ça devient récurrent dans les différentes entreprises. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce que vous faites pour protéger le travailleur à ce niveau? D'accord, bon, déjà, un accident de travail, comme on le dit, c'est un événement inattendu qui survient sur un lieu, sur notre lieu de travail, ou bien au cours du trajet pour aller sur le travail, ou en rentrant du travail, en tout cas en ce qui concerne les heures qui encadrent ce travail-là. Quand un accident
survient pendant ce trajet ou bien même sur le lieu de travail, alors il est considéré comme un accident de travail et il doit être pris en charge. Comment? Il doit être pris en charge il doit être d'abord déclaré, et il faut que cet accident fasse l'objet de déclaration. Et si c'est un travailleur privé, la CNPS doit pouvoir s'engager. Si c'est un travailleur public, on a la médecine du travail qu'on doit pouvoir saisir, qui doit pouvoir nous ouvrir un dossier documenté, cet accident du travail-là. Il doit être documenté, on doit savoir comment il est survenu, quand il est survenu. On doit évaluer l'impact sur le travailleur, quel est cet impact. Une fois qu'on l'a évalué, c'est comme ça qu'on va pouvoir parler de dommager le travailleur. Voilà. Donc il y a tout ce processus-là qui va être fait. Et comme vous demandiez tout à l'heure, en ce qui concerne la FESACI, lorsqu'on a des cas d'accident de travail, c'est déjà d'accompagner le travailleur pour qu'il sache les démarches à faire et de faire en sorte qu'il soit pris en charge réellement par rapport à cet accident. Est-ce que cet accident va entraîner une incapacité temporaire? Est-ce que c'est une incapacité définitive que ça va entraîner chez le travailleur? Il faut que tout ça soit bien évalué et surtout, il faut être là pour accompagner le travailleur dès le départ. Et aujourd'hui, notre ambition, justement, c'est de former tous nos travailleurs, de sorte qu'ils soient informés, même que quand ils ont un accident de travail, il y a un délai pour le déclarer. Il faut qu'ils pensent à déclarer cet accident de travail-là. Et ensuite, il faut qu'ils suivent toute la procédure pour se faire prendre en charge. Il ne faut pas aller d'abord se promener au village, chercher à se soigner traditionnellement, et puis quand ça ne va pas un jour, on ressort pour dire « oui, j'avais suivi un accident à l'époque, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'arrive plus ». Il faut déclarer, c'est une déclaration obligatoire. Ça doit faire l'objet d'une déclaration obligatoire. Et lorsque c'est le cas, alors et seulement alors, l'employeur pourra vous prendre en charge, que vous soyez dans le secteur public ou dans le secteur privé. Mais il faut vraiment que cela fasse l'objet d'une déclaration. Alors, généralement, les centrales syndicales sont accusées de ne pas pouvoir vraiment venir en aide, protéger les travailleurs face au cas d'accident de travail. Bon, comme je vous le disais, c'est le rôle de l'employeur. Ce n'est pas le rôle de la centrale syndicale de prendre en charge l'accidenté du travail. Notre rôle, c'est vraiment d'accompagner le travailleur pour qu'il puisse bénéficier des avantages liés à son travail lorsqu'il est l'objet d'un accident de travail. Justement, c'est cet accompagnement-là qui n'est pas vu par beaucoup de personnes. Mais si nous ne sommes pas informés d'une situation, comment voulez-vous qu'on s'implique dans la prise en charge de cette situation? Il n'y a que ceux qui viennent à nous, ceux qui déclarent leur situation, qui peuvent être pris en charge. C'est ceux-là seulement qu'on peut accompagner. Mais si nous ne sommes pas informés, vous savez que les centrales syndicales, tout comme les syndicats de base, nous sommes d'abord des travailleurs. Donc, si vous voulez, c'est du bénévolat que nous faisons en tant que syndicalistes. Ça veut dire quoi? Que nous ne sommes pas de façon permanente assis à des postes que nous occupons ou qui nous permettent d'aller sur le terrain tous les jours dans les différentes structures, dans les différentes sociétés pour rencontrer les travailleurs. Il y a des représentants des syndicats ou des centrales syndicales qui sont dans ces structures-là. Leur rôle, c'est justement on va dire quoi? Leur rôle, c'est de transmettre l'information. Quand ils ont face à eux des travailleurs qui subissent un certain nombre de choses, ou bien qui sont l'objet d'accidents de travail, ou bien qui sont l'objet de tracasseries dans les sociétés, leur rôle, c'est de nous envoyer l'information. Si nous avons l'information, alors nous nous impliquons. Et c'est ce que la FESACI fait régulièrement. D'accord. Alors, les travailleurs de Côte d'Ivoire, à l'instar des travailleurs du monde, sinon vivent en ce moment ce qu'on appelle la crise, sinon la guerre en Ukraine. J'imagine que les travailleurs de la Côte d'Ivoire sont impactés par cette crise-là, cette guerre-là. Oui, bien entendu. Bon, je dirais d'abord que nous sommes vraiment solidaires de la situation que vivent les travailleurs dans ces différents pays, et particulièrement en Ukraine.
Et nous sommes solidaires de la situation qu'ils vivent parce que quand votre pays est en crise, ça veut dire que vous, en tant que travailleur, vous ne pouvez plus exprimer vos préoccupations. Ça veut dire que vous ne pouvez plus parler de droits en ce moment parce qu'il y a des urgences qui sont gérées. Et malheureusement, c'est le cas pour ces travailleurs-là. Mais bien entendu, de façon générale, au niveau international, c'est une situation qui impacte tout le monde. Au plan économique, on sait que la Russie est grand producteur de pétrole, grand producteur de blé et bien d'autres ressources qui sont indispensables aujourd'hui à tous les pays. Donc, lorsqu'on dit que la Russie est en guerre et qu'il y a des difficultés à l'exploitation de son pétrole ou bien même à l'exportation de son blé ou d'autres matières dont les autres pays bénéficiaires, c'est sûr que ça va impacter aussi la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, on a vu une augmentation du carburant tout dernièrement. On n'a pas une évaluation en ce moment précis, on n'a pas une évaluation précise de l'impact que cela pourrait avoir, mais on sait qu'avec cette crise, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. On voit beaucoup d'augmentation de certaines denrées. Est-ce que c'est directement lié? Je ne peux pas l'affirmer, mais je constate que des choses sont en train de changer négativement pour nos travailleurs, parce que quand on dit que le prix du carburant a augmenté, ça veut dire que votre salaire est en train de diminuer. Quand on dit que le prix du blé a augmenté et que la baguette de pain que vous achetiez à 150 francs, même si de façon intelligente les producteurs de pain, on va dire les boulangers, n'ont pas augmenté le prix du pain, aujourd'hui la baguette elle est réduite de moitié pratiquement. Donc cela impacte nos familles, cela impacte la bourse du travailleur. Et si cela impacte la bourse du travailleur, ça veut dire que le travailleur est en train de s'appauvrir un peu plus avec la crise ukrainienne. Et nous espérons que assez rapidement des mesures vont être prises par l'État pour que l'impact de cette situation de crise-là ne perdure pas et sur les travailleurs. En tout cas, nous l'espérons fortement. Et je pense qu'avec les mesures que nous attendons, notamment, comme je l'ai dit en début d'émission, sur l'augmentation de la valeur référentielle de l'indice, qui va nous permettre d'avoir un taux plus reluisant, qui va faire honneur aussi à notre pays, parce que face à cette embellie financière qu'on a eue, je pense que tout le monde envie la Côte d'Ivoire. C'est vrai que la Covid est venue faire baisser un peu cette évolution-là, mais n'empêche qu'on est toujours parmi les bons élèves. Et je pense que cela devrait pouvoir impacter un tant soit peu aussi la bourse du travailleur. Et nous attendons, nous espérons que cela va se faire. On espère bien. Alors, Madame Kangouté, Maïmouna, épouse Fofana, si on devrait parler de challenge, de défi pour les travailleurs de Côte d'Ivoire, on va citer quoi? Alors, l'un des défis, comme je l'ai dit aujourd'hui déjà, c'est de pouvoir acquérir un logement, aussi bien pour les travailleurs du privé que du public. L'autre défi, c'est de pouvoir bénéficier, nous, travailleurs syndicalistes, de la liberté syndicale. Ça, c'est vraiment un gros challenge pour nous, parce qu'aujourd'hui, le travailleur est embrigadé. Aujourd'hui, le travailleur est soumis à un certain nombre de contraintes. À l'issue d'une grève, c'est très souvent qu'on voit des travailleurs qui sont mutés, aussi bien au niveau de la fonction publique. Là encore, ça va, on fait l'objet de mutation. Vous pouvez prendre un responsable syndical qui s'est fait carrément muter après une grève, ou d'autres travailleurs. Ce qui ne devrait pas être fait normalement. Ce qui ne devrait pas être fait, c'est des abus. C'est des abus. Le droit d'être syndiqué, c'est constitutionnel. Le droit de grève, c'est constitutionnel. Et on a des conventions internationales qui garantissent ce droit-là. Donc, on ne devrait pas subir de telles, je dirais, anomalies. C'est incongru. C'est incongru qu'à l'issue d'une grève, on se retrouve muté. Et il faudrait que déjà, on va dire, les pouvoirs publics pensent à mettre un peu plus de
de règles dans ce domaine-là, pense à respecter toutes ces conventions internationales auxquelles nous avons adhéré et pense même à respecter notre constitution. Et en termes de challenge, c'est un gros challenge pour nous parce que dernièrement, j'ai vu un projet de loi, le projet de loi modificatif de la loi 2015 relatif au terrorisme qui stipule que certains actes dans le cadre de la grève, si on prend le secteur de santé, ou bien même, bon, la police, elle, déjà, elle n'avait pas droit aux grèves, la santé, et puis d'autres corps qui ont été cités. Non, 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 pas l'éducation. En tout cas, d'autres corps en plus ont été cités, je crois que c'est la protection civile. La protection civile qui a une situation d'ailleurs même hybride, on ne sait pas trop où est-ce qu'elle est classée. Mais si on prend le secteur de la santé, c'est un secteur qui a droit à la grève, même si on travaille sur du personnel sensible et tout ça. Mais quand on revoit la définition du terrorisme et que certains actes posés dans le cadre de la grève pourraient être assimilés à des actes terroristes, je dis c'est grave. C'est grave et il y a danger à l'horizon. Il y a danger à l'horizon et je souhaite que les pouvoirs publics revoient cette analyse, cette perception qu'elles ont des grèves-là, parce que les syndicalistes, finalement, ne sont que des partenaires sociaux. Nous savons que s'il n'y a pas de cadre de travail, il n'y a pas de travailleurs, et donc il n'y a pas de syndicalistes. Donc on est des partenaires sociaux, des partenaires pour faire évoluer les choses dans le bon sens, des partenaires pour améliorer l'environnement de travail, des partenaires pour faire évoluer les choses positivement, des partenaires pour booster l'économie de la Côte d'Ivoire et des partenaires aussi qui travaillent à l'effet que lorsque l'économie est boostée, qu'elle impacte notre vie. Donc il faut absolument que cette loi qui vient en rajouter déjà aux libertés syndicales qui étaient charcutées, il faut que cette loi-là soit de nouveau amendée, ce projet de loi-là soit de nouveau amendé avant d'être soumis à l'Assemblée nationale et que les députés qui auront l'occasion justement de regarder cette loi-là regardent pour voir, parce que c'est des droits fondamentaux des travailleurs qui vont être impactés. Donc, il faut qu'on regarde, il faut qu'on en parle. Alors, le SMIC en Côte d'Ivoire, c'est 60 000 francs. Est-ce que cette somme-là, elle est effectivement donnée aux travailleurs en Côte d'Ivoire? Malheureusement, le SMIC n'est pas appliqué partout, ça vous le savez très bien. Cela a été adopté, cela devrait être, on va dire effectif. Effectif partout. Cela devrait être effectif partout. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai, c'est aussi vrai dans le privé que dans le public. Et aujourd'hui même, on estime que ce SMIC-là, il est dépassé. Ce SMIC-là, il est dépassé. Alors, on peut accuser qui les employeurs ou bien l'État? Est-ce que ce sont les employeurs qui ne respectent pas la loi du pays ou bien c'est l'État qui n'est pas assez rigoureux dans l'application des lois que lui-même il adopte? Chacun joue son rôle, hein, vous savez. Nous, travailleurs, on réclame que le SMIC soit appliqué. Et d'ailleurs, comme je le disais tantôt, on réclame même qu'il soit amélioré parce que voilà, il est dépassé. À côté de cela, l'employeur, lui aussi, défend sa situation. Tant qu'il débourse moins, ça l'arrange. Donc l'employeur ne va pas s'empresser à appliquer cela. Mais qui au-dessus de l'employeur du travailleur devrait faire en sorte que ces mesures-là puissent vraiment impacter la situation, que ces mesures-là puissent changer de sorte à impacter, on va dire quoi, impacter la paix sociale. Impacter la paix sociale. C'est l'État de Côte d'Ivoire, c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est les ministères en charge de ces choses-là qui devraient faire en sorte de veiller scrupuleusement à l'application voilà, de SMIC. C'est à l'État de veiller à ce que les lois qu'elle prend soient vraiment mises en œuvre. Parce que si vous prenez les lois et que des personnes, quelles qu'elles soient, quelle que soit la responsabilité qu'elles occupent, n'appliquent pas, ça veut dire quelque part que ces personnes-là se moquent de vous. Voilà, se moquent de vous. Ça veut dire que vos décisions ne pèsent pas. Et c'est le gros problème justement en Côte d'Ivoire. On a de très belles lois. On a de très belles lois dans beaucoup de domaines. Malheureusement, c'est dans la mise en application que c'est compliqué.
D'accord. Il faudrait vraiment que l'État s'implique. Voilà. Pour que cette loi soit effective dans les différentes entreprises. Et comme vous l'avez signifié, le SMIC, il est déjà dépassé. SMIC est dépassé. Le SMIC est dépassé. Quand on prend aussi le salaire minimum dans le secteur agricole, ça aussi, vous savez que jusqu'à aujourd'hui, cela n'a pas varié. Cela n'a pas varié. C'est encore arrimé à une vieille loi qui date de Mathusalem. Et aujourd'hui, le travailleur agricole, il est vraiment maltraité. Quelqu'un qui n'a même pas 20 000 francs par mois, comment pensez-vous qu'il peut vivre? Si celui qui a déjà 60 000 francs se plaint qu'il n'arrive pas à vivre. Alors, c'est des personnes qu'on est en train de tuer à petit feu, je dirais même à grand feu, parce que leur situation ne s'améliore pas. Nous espérons que les choses vont pouvoir changer. On espère bien, on espère bien. Alors, Madame Kangouté, nous sommes à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on devrait retenir du 1er mai pour finir rapidement? Alors, ce 1er mai-là, c'est l'occasion pour nous, encore une fois, de réitérer nos doléances. Et nous souhaitons que l'État de Côte d'Ivoire puisse vraiment regarder en profondeur cette question des libertés syndicales. Parce que nous avons adhéré à des conventions internationales. Notre loi fondamentale, qui est la Constitution, la prescrit. Et malheureusement, cette liberté syndicale-là n'est pas respectée. Et si la liberté syndicale n'est pas respectée pour un pays comme la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'elle sera au banc des accusés. Et vous savez que régulièrement, chaque année, on se retrouve à Genève, en Suisse, pour la conférence internationale du BIT. Et les travailleurs, les employeurs et le gouvernement s'y retrouvent. Et nous ne souhaiterions pas que notre pays soit sur le banc des accusés. Il faut donc, c'est un cri de cœur, que l'État regarde vraiment cette question-là et qu'au-delà de cette question des libertés syndicales aussi, l'État regarde un peu la situation des indices qui n'a pas bougé pratiquement depuis les indépendances et qu'elle puisse améliorer non seulement les indices de base, mais aussi la valeur référentielle qui va permettre de calculer le salaire de base pour que le travailleur en Côte d'Ivoire, en partant à la retraite, y aille avec le sourire et non dans la désolation. C'est le cri de cœur de la FESACI, Confédération Générale, c'est le cri de cœur de notre général, le confédéral Traoré Doya Mamadou, qui aujourd'hui nous permet d'être ici pour dire que la FESACI travaille, la FESACI est au quotidien pour les travailleurs de Côte d'Ivoire et la FESACI s'engage à faire mieux tous les jours, un peu plus chaque jour, pour que le travailleur soit épanoui. D'accord, merci à la FESACI, la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, Confédération Générale, de nous avoir envoyé sur ce plateau pour parler de la situation des travailleurs en Côte d'Ivoire pour ces 10 dernières années. Madame Kangouté Maïmouna, épouse Fofana, 5e secrétaire générale confédérale adjointe de la FESACI. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci, et puis on vous souhaite bonne fête du travail. On espère que vos doléances seront prises en compte par l'État de Côte d'Ivoire pour le bonheur des travailleurs ivoiriens. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition spéciale. Bonne suite de nos programmes et à très bientôt pour une autre édition. Au revoir. Au revoir.